Bonjour les amis, fans de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans cette vidéo débrief du match nul, j'allais dire de la défaite, mais je pense qu'aux yeux de beaucoup, ce match nul ressemble à une défaite. Aujourd'hui avec moi Flavien, salut Flavien. Et salut Teddy, bonjour à tous. Donc 2-2, égalisation de la GIA en toute fin de match. La GIA qui aurait même pu remporter le match, hein, puisque Perry nous sort un arrêt de grande classe, grâce notamment à son envergure. À ton avis, toi Flavien, pourquoi on se retrouve avec un 2-2 face à une équipe du bas de tableau qui est un promu? Peut-être un manque d'ambition. On a parlé des compos la dernière fois. Là, je suis pas sûr que d'y aller avec que trois joueurs offensifs contre Auxerre, ça soit une bonne idée. Mhm. Et notamment ces trois milieux qui, enfin, on joue avec 3-6, donc je comprends pas l'intérêt. Alors on va rentrer dans le détail de la compo, mais je suis parfaitement en harmonie avec ce que tu dis parce que je pense que le profil des joueurs influe forcément sur le jeu parce que tu peux avoir tous les systèmes de jeu que tu veux, tu peux avoir toute l'intensité que tu veux, les joueurs. En plus, c'est des joueurs quand même d'un certain âge, hein, même si Tessman, il a que 23 ans, on va dire, c'est un joueur qui est pas loin d'être fini. Fini en termes de développement, j'entends. Il va peut-être progresser en termes de rapidité de prise de décision, mais on voit que bon, Verretou, c'est pas terrible. Matic qui revenait, mais bon, on connaît le profil de Matic. Donc finalement, on se retrouvait avec très peu de créateurs, et je pense que ça a joué. Mais malgré tout, et là, d'une certaine manière, jouer avec trois milieux défensifs, ça aurait dû nous prévenir de prendre deux buts, et on prend deux buts. C'est vrai, ça nous a même pas Ah oui, solidifié, donc ah c'est oui. ça qui fait un peu flipper. Et puis même normalement contre Auxerre, on peut y aller avec l'équipe B, on doit gagner normalement. Alors, visiblement non, puisque avec Oui, l'équipe à prime, on n'y arrive pas. Bon, alors justement, avant de passer à la compo, je vais faire deux petites digressions. Donc déjà montrer à l'écran le magnifique tifo, hein, des Lions 1950 qui fêtait leurs 15 ans. Donc on voit Lyon 1950, passion, addiction, quatre générations. Donc vraiment, c'était très très beau. Plus évidemment les couleurs bleu, blanc, rouge de l'OL. Enfin, franchement, c'était très sympa à voir. On va passer également rapidement sur la petite polémique sur Gift Orban qui a commis un impair, hein. On ne peut pas décrire ça autrement, puisque il a liké. Donc, il a mis top avec des flammes sur un post, je crois, Instagram de Sinali Diomandé, donc qui a été buteur hier et à l'origine du deuxième but. Et donc, Orban a mis top. Donc, il faudra quand même lui expliquer que voilà, c'est un adversaire, même si c'est un de ses potes, et que c'est pas forcément très malin de sa part de féliciter quelqu'un qui peut être éventuellement son pote, mais qui était quand même un joueur de l'équipe adverse. Et donc, il a publié un message d'excuse. Alors, je ne vais pas le lire parce que, on va dire, c'est dans un français un peu approximatif. D'ailleurs, sur certains sites, ils ont repris ce post en le mettant dans un français plus intelligible. Bon, il finit par pour l'OL, je suis désolé, merci, avec plein d'emojis d'excuses. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Hier, j'étais tombé sur un tweet qui parlait de ça. Il y avait justement un tweetos qui disait non mais ça se trouve il s'est même pas rendu compte que c'était une photo du match contre nous. Du coup Ouais. j'avais liké ce commentaire que je trouvais ça un peu drôle. Et au final c'est ce qui semble s'être passé. Donc je sais pas si c'est une énorme connerie de sa part, un mensonge. Je sais pas. Je suis un peu dépassé par cet événement. Ouais, mais Euh, Diomandé, forcément, il se félicitait du match qui venait de se passer. Et ce match qui venait de se passer, c'était face à l'OL. Ah mais clairement, c'est pour ça Donc, que je te dis que j'arrive pas à comprendre. c'est. Enfin, sa justification est pourrie. Ouais. Je sais pas ce qui s'est passé par la tête. Je pense qu'il y a une frustration qui émane en lui et Ah il oui, la, mais il quand la même, laisse enfin, je veux ressortir dire, comme ça. Ah non, mais je suis totalement d'accord avec toi. c'est justement à la compo. Donc, 4-1-4-1, on va dire système traditionnel du côté de l'OL, avec Perry, Tagliafico, Niakate, Kaletachar et Koumbedi. Bon, ça m'a quand même un petit peu surpris. Koumbedi titulaire en Ligue 1, j'avoue que j'ai du mal. Matic, donc devant la défense. Fofana Benrama pour animer les ailes. Et trois choses un peu étonnantes. Miko Tadze, on l'avait évoqué après le match contre le Besiktas, on avait envie de le voir titulaire. Pour le coup, il a répondu présent. Et puis alors, Verretou.
et Tessman en numéro 8. Alors là, j'avoue que j'ai quand même été très surpris. Parce que la JOCR, c'est une équipe dont on savait très bien qu'elle allait mettre un double bus devant la défense. Or là, tu as mis tes 3 milieux les plus lents. Donc ça, franchement, et des milieux qui Et sont... les plus défensifs aussi. Et les plus défensifs, et des joueurs qui ne sont pas des joueurs de petits espaces. Dire que c'est des joueurs... D'ailleurs, je ne comprends absolument pas, puisque en conférence de presse, Pierre Sage a décrit Tessman comme un joueur positionnel. Matic est un joueur positionnel. Et Verretou, lui, il ne sert à rien. C'est-à-dire qu'il ne fait rien, Verretou. Alors, si il fait une chose, c'est lâcher Diomandé sur le marquage sur les corners. J'ai commenté le match en direct. Diomandé, sur 2 corners précédents, avait pris le ballon de la tête. Alors, la première fois, c'est pas Verretou qui est en défense sur lui. Je crois que c'était Tagliafico, donc t'imagines quand même la différence de gabarit. Donc Verretou se fait prendre une première fois sur un corner sur une tête de Diomandé, et la deuxième fois, la balle est au fond. Non mais, donc je suis halluciné. Je me dis, comment tu peux jouer face à une équipe qui joue avec un double bus, avec en milieu de terrain Matic, Verretou et Tessman. Là, vraiment, pour moi, ça relève de l'incompréhensible. Quel est ton point de vue sur ce sujet ? Pareil, incompréhension comme toi. Surtout que on était plutôt, même si le match contre Beşiktaş on n'a pas gagné, on avait quand même bien joué, on montrait qu'on savait se procurer des occasions, etc. Là, au Auxerre, ça fait pas peur, quoi. Encore, on va à Paris avec cette compo. À la limite, tu mets cette compo contre Paris, j'ai pas grand chose à dire. Bon, je mettrais plutôt Cherki à la place de Benrahma, qui, à mon avis, a un peu plus de folie dans son jeu. Mais contre Auxerre, c'est pas croyable. Mais c'est surtout, si tu veux, sur le profil des joueurs. Est-ce que tu vois Verretou, Tessman, Matic faire du jeu dans des petits espaces ? Ça n'existe pas. Or, face à il n'y en a aucun qui va faire un dribble, aucun qui fait une passe qui casse les lignes, aucun qui a un peu de folie dans son jeu. Et que sur des blocs bas, on sait que c'est ce qu'on a besoin, quoi. C'est essentiel. D'ailleurs, le seul qui a été à son avantage en première mi-temps, alors Mikotadze met le penalty, mais on va dire que ça vient sur une action un peu de corne-cul. L'autre qui essaye de dégager le ballon, il tape dans la cuisse de Mikotadze. Enfin, je veux dire, l'action, elle n'est même pas dangereuse. Tu vois, c'est un penalty miraculeux. Oui, on a de la chance. Donc, le seul qui fait quelque chose dans cette première mi-temps, c'est Fofana. Donc, tu as la chance, depuis plusieurs semaines, d'avoir trouvé une équipe où tu as un Fofana à gauche, un Cherki à droite ou en numéro 10 qui te mettent le feu dans les défenses. Et là, tu me mets Verretou, Tessman en numéro 8. Non, mais c'est du délire pur. Moi, vraiment, quand j'ai vu la composition, je me suis dit, mais attendez, mais on rêve. Déjà, en plus, Benrahma joue, alors que franchement, contre le Beşiktaş, 8 tirs, 0 cadré, moi, c'est pas le premier nom que je mets sur la feuille, très sincèrement. Ouais, ça m'a pas choqué, Benrahma. Beaucoup moins que ce triple milieu défensif. Alors, je sais. Surtout que on n'en avait pas la dernière fois, je l'aurais bien testé à droite, Benrahma aussi, pour voir un peu. Comme ça, il aurait peut-être fait autre chose que tenter des frappes à 30 mètres. Alors, c'est lui qui fait quand même la passe D à Mikotadze. Ouais. Mais à la limite, je dirais que moi, j'aurais plutôt mis Cherki que Benrahma, dès lors que je ne jouais qu'avec trois offensifs. C'est ça que je veux dire. Tu vois ? C'est-à-dire, je dis, moi, ça ne me gêne pas qu'on fasse du 4-1-4-1 ou même 4-3-3, comme on veut. Mais si tu décides de mettre 3 milieux comme ceux qu'on a là et que tu mets 3 offensifs, si tu mets Cherki à la place de Benrahma, ça ne me choque pas. Après, si tu enlèves Tessman ou Verretou et que tu mets Cherki en 10 en 4-2-3-1, ça me va, si tu veux. Mais je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Voilà, mais si tu dois choisir seulement 3 offensifs, moi, honnêtement, je préfère débuter avec Cherki. Ouais, moi aussi. Alors, je sais déjà que certaines personnes, parce que ça circule déjà sur les réseaux sociaux, vont nous dire « Ah bah, il fallait se protéger des cartons. » Des cartons. Bon. Alors, il y a un article qui est paru dans Olympique et Lyonnais la semaine dernière, donc juste après Le Havre, où justement on avait pris beaucoup de cartons. Et donc on nous dit Tolisso et Cherki sont à un carton jaune de la suspension. D'accord ? Cherki. Alors, un carton jaune, ça veut dire ils prennent un carton jaune, ils sont suspendus. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le cas sur les 3 prochains matchs pour Tolisso
Et sur les 6 prochains matchs pour Cherki. Puis surtout, c'est pas comme si c'était un défenseur, quoi. Donc, Mais oui, mais c'est ça. normalement, En plus, c'est un joueur offensif. Il prend des cartons à la con. Tu lui dis, écoute, tu te calmos, t'es offensif à 80 mètres de tes propres buts en général. Tu vas pas me prendre un carton dans les 6 prochains matchs. Mais donc, on a quand même un Tolisso qui est un joueur qui a joué en équipe de France au Bayern Munich. On peut pas me dire qu'il va pas savoir gérer ses cartons. Hier, il joue 0 minutes. C'est ton meilleur joueur de champ depuis le début de la saison. Cherki, donc, jeune joueur, qui a pu faire du frais cet été, c'est le moins qu'on puisse dire, qui n'a pas tellement joué parce que je vais afficher à l'écran le nombre de minutes de Ryan Cherki sur les derniers matchs. Voilà, donc on voit Ryan Cherki, pas une seule fois, il a joué plus de 79 minutes. Le mec a 21 ans. D'accord? Il est décisif il va pas être claqué, là, oui. Mais voilà, il a été décisif quasiment à tous les matchs, directement ou indirectement. Tu joues l'AJ au cerf. Si on est dans une situation logique, t'es 2-0, 3-0, pareil, tu le fais sortir à la 70e et tu fais rentrer un autre mec. Enfin, tu vois, on ne pourra pas me donner une seule raison qui justifie qu'on démarre avec ce 11 en carton, notamment au milieu de terrain. Et d'ailleurs, la première mi-temps a été symptomatique de ça. Il ne s'est rien passé, donc, sauf Fofana, qui a fait 2-3 trucs, et notamment un tir sur la barre, et le penalty a tombé du ciel, là, vraiment un miracle. C'est vrai que l'action de Fofana était belle. Voilà, alors, deuxième chose, on mène 2-1, donc erreur défensive sur la tête de Diomandé, et à partir de là, on se prend des vagues, mais des vagues permanentes. C'est-à-dire qu'il y a l'arrêt en toute fin de Perry. Je crois que c'est à la 96e. C'est-à-dire que s'il marque là, c'est plié. Tu repars avec 0 point. Avant ça, je ne sais pas si tu te souviens, Perry, il fait encore un gros arrêt sur un tir du côté. Je ne sais plus de qui. Non, on s'est fait canarder à la fin. Ce que je veux dire, c'est que contre le Beşiktaş, tout le monde a pointé le milieu de terrain. Hey, il a fait rentrer Cacré, boum, on a pris l'eau. Là, bon, Cacré était dans les tribunes. Peut-être que cette fois, on va aussi lui attribuer le naufrage de la fin de match. Mais là, je veux dire, t'as 3 putains de milieux défensifs et tu te fais trouer de partout. Là, pour moi, ça devient un problème d'attitude. C'est même plus un problème de niveau. Parce que Veretout et Tessman et Matic, les trois, ce soient des escargots, des tortues géantes. Je ne sais pas si tu as connu Eugène Sacomano à l'époque de On refait le match. Il avait trouvé une expression pour Brandao, tu sais, l'attaquant de Marseille, je pense que tu te souviens. Ouais. Il l'appelait la tortue géante. Nous, on a 3 tortues géantes. Matic, Tessman, alors Tolisso, Veretout, il n'est pas géant, mais tortue, pareil. Des mecs, alors, tripoteurs de ballon, notamment pour Matic et Tessman, c'est-à-dire que tu vas regarder les stats, il y a 85-90% de passes réussies, mais alors en termes d'énergie, de projection, il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle. Alors au moins, tu devrais les attendre sur un verrouillage défensif. Et ben, même ça, ils ne sont pas capables de le faire. Ouais, et là, même moi, je pense même à 2-1, vu la physionomie du match, qu'on voyait que ça va être compliqué. Peut-être, c'est là où il faut passer peut-être à 5 derrière, ou quoi, ou tenter. Je suis pas pour, moi, cadenasser le jeu ou quoi, mais là, quand on voit que ça va être compliqué, qu'on n'a plus la maîtrise du match, pourquoi pas essayer de verrouiller plutôt que de faire que des changements offensifs. Autre chose, Pierre Sage, dans sa conférence de presse, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, au Auxerre, ils vont venir avec des omissions. Malheureusement pour eux, on a perdu jeudi. Donc en gros, on va leur démonter la gueule. Tu prends un 2-2. Est-ce que tu te souviens ce qu'il avait dit avant le match de Marseille? On va remettre l'église au milieu du village. C'est vrai, donc en fait, à chaque fois, c'est des déclarations. Ah non, mais mais Pierre Sage, c'est pas quelqu'un qui chambre. Les 2 fois où il a fait chambrer, il se retrouve avec un résultat dégueulasse derrière. Donc je dis à Pierre Sage, les invectives pour motiver tout le monde, garde-les pour les vestiaires. Parce que tu l'as fait 2 fois en conférence de presse, tu t'es fait punir. Donc, allons-y tranquillement sur ce sujet.
Alors, on va regarder maintenant quelques statistiques. On va commencer par l'attaque momentum. Donc déjà qu'on voit en première mi-temps qu'Auxerre n'existe pas, mais en même temps, ouais, on a quelques petites chaleurs, notamment, donc je l'ai dit, le tir de Fofana. Mais sinon, bon, c'est pas la folie. On a un péno qui permet de débloquer la situation. On prend donc le but sur corner de Diomandé dès la reprise. Franchement, j'étais assez énervé. Et notamment parce qu'il y avait eu 2-3 corners successifs où Diomandé avait réussi à prendre le ballon de la tête, cherché par Perrin, donc un joueur formé à l'académie, OL. Donc vraiment, Perrin cherche Diomandé et le trouve. Ça, c'est vraiment scandaleux et j'en veux beaucoup à Verretou de ne pas avoir été présent défensivement. On arrive à reprendre l'avantage sur une récupération de Koumbedi, centre de Benrahma et donc Mikotadze de la tête. Et ensuite, on le voit sur l'attaque momentum, il se passe vraiment plus grand-chose. Quelques petits coups de chaleur en fin de match, mais très sincèrement, si on regarde l'attaque momentum, on voit que Auxerre était beaucoup plus proche du 2-2 que nous du 3-1. Alors après, il y a aussi des situations arbitrales. Par exemple, est-ce que tu te souviens quand même de la faute sur Fofana dans la surface en deuxième mi-temps? Ouais, là, pour moi, Pour moi, il il y y a a péno péno, aussi. hein. Ouais, moi Non, aussi. mais clairement. Après, on voit pas l'angle. Enfin, je comprends pas pourquoi il ne montre pas un angle qui manque, je trouve. Ouais. Parce que on n'arrive pas à savoir si quand même le défenseur il la touche pas avant lui. Moi, Sur je l'angle qu'il pense nous qu'il ne montre, la touche pas, le défenseur. Il touche moi le non pied plus. d'appui de Fofana, ça c'est certain, mais je ne pense pas qu'il touche le ballon. Mais du coup, je comprends pas pourquoi la VAR intervient pas. Et nous, sur l'image Eh, qu'il nous montre, on n'arrive pas à voir le côté qu'il faudrait. Donc, c'était compliqué. Après, pour moi, quand même, il le fauche, mais j'étais ouais, pas sûr. ok. Bon, en tout cas, arbitrage quand même pas terrible hier. Bref, on va regarder un petit peu les XG. Donc 2,05 pour l'Olympique lyonnais. Alors ça varie toujours selon les instituts, comme je l'ai souvent expliqué. Et 1,54 pour Auxerre. Donc finalement, le 2-2, il tombe pas du ciel, hein. On peut dire ils ont eu de la réussite. C'est d'ailleurs un peu le discours de Pierre Sage. On verra ses déclarations tout à l'heure. Est-ce que tu as d'autres stats à nous livrer, notamment de l'ami DataOL sur Twitter? Contrairement à ce qu'on aurait pu croire l'année dernière, et enfin ce qu'on aurait pu imaginer, on est presque rentré dans une Tolisso dépendance. Parce qu'on a gagné qu'un seul match sans sa titularisation cette année. Oui. Donc sinon, voilà, on gagne avec Tolisso. Ouais. Euh, Pierre Sage, c'est quand même le 3e coach avec la meilleure moyenne de points par match de l'histoire de l'OL. Oui. Donc on avait Houllier à 2,15, Perrin à 2,07 et Sage à 2. Mhm. Il pourrait être encore plus haut si du coup il y avait eu pas certains ratés que je pense qu'on aurait pu éviter malheureusement. Ouais. Donc Après, c'est toujours pareil. Le match de Toulouse, tu vois, sur une saison, ça s'équilibre. Le match de Toulouse, on ne doit jamais le gagner. On est bien d'accord. oui, c'est vrai. C'est un tir sur le gardien de Cherki et derrière Fofana qui est au bon endroit au bon moment pour. Mais avant ça, il se passe rien du tout. Bref. Mais là encore, dans Et ce match-là, souviens-toi, Flavien, dans ce match-là à Toulouse, énormément de rotation de la part de Pierre Sage. Et d'ailleurs, je me souviens que Tessman et Verretou, et d'ailleurs Cacré, étaient alignés au milieu de terrain. Mais tu avais donc Zaha titulaire, quand même, ça il faut oser, Mikotadze, etc. Donc, toutes ces rotations nombreuses de Pierre Sage, quand même, moi je crois qu'il faut qu'il arrête, hein. Moi j'en ai rien à foutre qu'il y ait des mecs qui dépriment sur le banc. Je m'en fous totalement. On est là pour être dans le top 3 de la Ligue 1. En plus, hier, Marseille se fait fesser, donc tu avais l'opportunité de revenir à un point du podium. Franchement, il faut qu'il arrête. Il faut qu'il arrête sa gestion d'effectifs de mes deux. oui, c'est bon Tous les maintenant, on a joueurs ne compris. sont pas au même niveau. Tu as des titulaires, tu as des remplaçants. D'ailleurs, c'est ce qui se passait la saison passée. On avait une équipe type, c'était tout le temps la même qui démarrait. On avait la Coupe de France, etc. Hormis le gardien, c'était tout le temps la même équipe et les mêmes remplaçants. Et c'est justement sur cette solidité-là qu'on a pu prospérer. Là, ça change tout le temps. D'une certaine manière, il fait du Fabio Grosso. Mm. Quand tu fais ça, tu as intérêt de gagner. Seulement là, ça fait 2 fois. À Toulouse, tu t'en sors miraculeusement. Et hier, tu t'y laisses 2 points. Là, tu laisses 2 points hier. Donc attention, on continue sur les stats. Clairement. Euh,
Du coup, bah pour Benrama, quand même qui est plutôt plus ou moins souvent décrié, même nous on le taille un peu. Ouais, Quand même sur 24 apparitions, c'est 5 buts, 6 passes D oui, et décisif sur ses 6 fois sur ses 9 derniers matchs, en comptant Lyon et la sélection algérienne. Donc quand d'accord. même il semble plutôt en forme. Alors, Et en sélection revanche, algérienne, faut aussi se méfier parce que oui, c'est tu pas que joues des pas cadors en face. toujours, voilà, tu joues pas que des cadors. Après le dernier but qu'il a mis, c'était une grosse frappe, il était magnifique Oui, oui, son oui, but. tout à fait, tout à fait. Et puis on disait tout à l'heure Verretou qui était un petit peu transparent. Ben, alors Verretou en étant un 8 dans un match comme ça, et il n'a pas disputé un duel en première période. Donc je sais pas ce qu'il foutait. Ouais. Où Mais était je te dis, Verretou, il ne sert à rien. Donc, on va passer aux déclarations. Alors, Lucas Perry nous dit qu'en première mi-temps, il n'a fait que des relances. Il fallait être très concentré dans la tête pour rester dans le match. C'est vrai que c'était pas facile pour lui parce que finalement, en première mi-temps, il n'a pas du tout d'arrêt à faire. Donc, quand ça commence à chauffer en toute fin de match, il faut être prêt mentalement, hein. Et notamment, là, les deux balles qui sortent, c'est quelque chose, hein. Ouais. D'ailleurs, toi, tu parlais souvent de son envergure. Euh, je pense que sur la deuxième balle qui sort, s'il fait 10 centimètres de moins, je suis pas sûr qu'il sort la balle, hein. Non. Bon, tu me diras s'il aurait peut-être eu plus de détente, d'explosivité. Enfin bon, bref. Alors il dit faire un nul à la maison, ce n'est jamais très bon. Cependant, on va rester tranquille en maintenant la sérénité dans laquelle on travaille depuis quelques temps. Donc tu vois, moi je suis assez énervé après ce match. Mais Perry garde tout son flegme. Donc c'est une bonne chose. Alors Pierre Sage, quand on lui demande la première question que je t'ai posée, qu'est-ce qui a manqué pour gagner? Je pense qu'on a eu du mal à les manipuler pour les désorganiser, libérer les espaces. Ah bah tu parles. Leur 5-4-1 était très difficile à contourner, à pénétrer. Bah oui, mais mon gars, regarde les mecs que t'as mis sur le terrain. Est-ce que t'espérais autre chose? Bref, on a vraiment eu du mal à les déséquilibrer. Ils étaient compacts et en même temps sur la largeur. On a eu la possession sur leur bloc, mais on a eu du mal à jouer dans leur dos. À partir du moment où on a marqué, il y a eu des espaces qui se sont libérés et on a été plus dans l'initiative et dans l'attaque de la profondeur, ce qui agit sur la dernière ligne. Alors, je ne comprends pas ce que ça veut dire, mais bon, sans doute quelqu'un de très outillé comprendra. Mais c'était insuffisant parce qu'on se crée moins d'occasions que ce que la possession peut laisser croire. Donc, on n'a pas été efficace dans le domaine avec le déséquilibre et sa préparation. Alors donc il parle rapidement du but de Diomandé. Bon voilà, c'est une belle histoire pour lui malheureusement. Je ne lui souhaite que de bonnes choses. C'est vrai que Diomandé, il a disparu de la circulation quand Pierre Sage a été nommé. Parce qu'il jouait avec Fabio Rosso. Ouais. Il jouait avec Laurent Blanc. Pierre Sage, placard. Je ne sais pas pourquoi, on n'a jamais eu d'explication là-dessus. Alors certains diront parce qu'il est trop nul. Moi je ne pense pas qu'il est trop nul. Je ne dis pas qu'il est bon. Mais pour moi il n'est pas nul. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, on lui pose la question sur le deuxième but. Est-ce avant tout une succession d'erreurs? Je ne sais pas si tu te souviens du deuxième but. Donc, tu as un peu un cafouillage dans la surface. Tu as Kaletachar qui envoie une grande mine en l'air qui retombe dans la surface. Et un joueur d'Auxerre voit Diomandé qui est tout seul. Il est à 30 mètres, hein, Diomandé. Donne la balle à Diomandé qui met une mine. Alors, ce qui va sans doute sortir et qui est touché ensuite par un de ses coéquipiers et qui trompe, qui prend à contre-pied Lucas Perry. Donc, voici ce que nous dit Pierre Sage. Le premier choix, c'est un dégagement qui se transforme en chandelle. Donc, c'est la fameuse chandelle de Kaletachar. Donc, c'est cette passivité-là qui laisse des mini-opportunités à l'adversaire. Quand bien même, ce n'est pas une opportunité. Elle se transforme en une, entre parenthèses, opportunité. La frappe est vraiment hors cadre, mais de toute façon, c'est une forme d'empathie qu'on a avec notre adversaire et qu'il faut qu'on gomme. Alors, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Moi non plus, et puis j'ai juste eu l'impression qu'on était nuls, hein, que c'était Bah pas non, mais volontaire. on était en pleine panique. Je vois pas d'empathie là-dedans. Empathie, ça Non. voudrait dire ah quand même la GIA c'est un promu, ils ont pas beaucoup d'argent. Diomandé, voilà, il a été mis au placard, tout ça. Donc on va pas se donner à fond pour les flinguer. Non mais non, mais non. T'as perdu le fil du match. T'as perdu le fil du match. C'est pas nous qui sommes en empathie avec ces pauvres Auxerrois. Non mais franchement, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ouais, non, j'ai Non, pas. franchement, c'est n'importe quoi. Bah, je l'avais pas vu, mais là, je le comprends toujours Mais pas, hein. c'est ridicule. Alors, franchement, c'est ridicule, hein. Excuse-moi. Mais de toute façon, les coachs, alors, j'allais dire dans la défaite, parce que pour moi, c'est une défaite ce match-là. Mais bon,
Les coachs dans la défaite, ils sont pas toujours très lucides et ils ont parfois une analyse qui est un peu pétée. Hein. Bref. Ouais. Puis On non, va de toute façon, c'est clair qu'elle a un goût de défaite. Tout à fait. On va regarder le classement et puis ce qui s'approche devant nous. Alors paradoxalement, on gagne une place puisque nous marquons un point. Nous sommes désormais 6e. On passe devant un Reims. À égalité avec Lens, on est à 3 points de Lille et de Marseille. Donc on n'est pas du tout décroché. Hein. Attention, hein, moi je ne tire pas la sonnette d'alarme. Je réagis par rapport au match d'hier. Et j'essaie d'analyser ce qui, selon moi, n'a pas fonctionné. Alors notre prochain déplacement, c'est ce qu'on appelle un match à 6 points. C'est-à-dire que si tu le gagnes, tu reviens à égalité avec Lille. Et si tu le perds, tu te retrouves à 6 points de Lille. Alors comment est-ce que toi tu vois les choses puisque ce sera donc vendredi, donc quand même beaucoup de temps pour préparer ce match-là. Tu as vu sans doute Lille jouer, que ce soit en Ligue des Champions. Le derby face à Lens était abominable. Malgré tout, ils marquent 2 buts dans les arrêts de jeu, dont un penalty extrêmement discutable. Ils ont quand même eu du bol cette semaine, Lille, hein, parce que le penalty à l'Atlético, là aussi, très généreux. Et contre Lens également. Bon, donc comment tu vois ce match-là Est-ce que tu penses que ce qui s'est passé nous met un petit peu dans un questionnement? Et ensuite, on va enchaîner sur Textor, parce que Textor, tu le sais, s'en est pris un petit peu justement au coaching staff. Eh ben, quand tu m'as posé la question pour le Beşiktaş, pour moi c'était une faute de parcours, puis même de la malchance. On avait dit tous les deux c'est un accident. C'est ça. Là, bon, 2 fois de suite, ça commence à faire beaucoup. Surtout qu'on n'a pas été. Là, on faisait pas rêver dans notre manière de jouer ou quoi. Ouais. Le match nul est mérité. Je crois qu'on n'a pas parlé d'XG, mais on est quasiment pareil. Je crois ça doit être un 70 contre un 80. Donc vraiment, on n'a pas dominé. Donc j'espère vraiment qu'on va se réveiller. Comme tu disais tout à l'heure, faut peut-être arrêter de faire de la rotation et puis mettre un 11. Voilà, et puis qu'on le sorte quand ils sont fatigués et arrêter les conneries un petit peu. Ce qu'il faut savoir, Flavien, c'est que les joueurs préfèrent jouer que de s'entraîner. S'entraîner, ça les fait chier. Donc, aux entraînements, quand tu as des matchs, quand tu as 3 matchs dans la semaine, c'est de la récupération, c'est des soins. Alors, il ne faut pas faire rien du tout. Hein. Tu peux faire du travail tactique, etc. Mais c'est à toi de gérer, justement, les fatigues. J'ai expliqué tout à l'heure que l'histoire des cartons jaunes, je la balayais d'un revers de la main, parce que pour moi, ça ne veut absolument rien dire. Mais voilà, tu dois jouer avec ton équipe type, ce que l'on faisait la saison dernière. La saison dernière, on ne te changeait pas 6 joueurs d'un match à l'autre. Donc il faut revenir à notre équipe type et jouer avec cette équipe type. Sinon, on s'en sortira jamais. Ouais. Je trouve que le match de Toulouse, justement, aurait dû nous alerter sur les choses à ne pas faire. Revenons un petit peu sur Textor, puisque donc Textor est descendu après Beşiktaş dans les vestiaires. Il a passé une Le roi de l'ingérence. Voilà, exactement. Alors ça, c'est pas nouveau. Il le fait sur les transferts. Beaucoup ont trouvé que c'était bien. Moi, je te dis, dans les commentaires, quand j'ai fait la vidéo, quasiment 80 à 90% des commentaires étaient positifs sur la démarche de Textor. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que ça ne peut pas avoir un effet très négatif qui est d'entamer la crédibilité du coaching staff aux yeux des joueurs? Ouais, clairement, pour moi, ça, c'est des discussions qu'ils doivent avoir entre eux. Exactement. Pas dans la presse comme ça. Et puis, on l'a déjà dit que Textor, il se mêle un peu de tout, alors qu'il y connaît pas grand-chose à tout non plus. Non, je suis pas du tout pour ces déclarations. Et pour moi, ça doit se faire. Comme tu dis, ça peut le décrédibiliser aussi, Pierre Sage, après, et c'est pas le but, quoi. C'est-à-dire que si tu le fais dans le vestiaire devant les joueurs, tu sais, j'ai titré ma vidéo justement où je relate ce sujet-là. Textor s'énerve et Pierre Sage baisse les yeux. Mais en fait, c'est ça. C'est ça le truc. C'est que Pierre Sage, il baisse les yeux. Je veux dire, Textor, il pourrait pas faire ça avec un Deserbi, avec un Tudor. Je te parle même pas des Mourinho, des Luis Enrique et compagnie. Les mecs, ils posent leur dème dès le lendemain, quoi. Là, d'une certaine manière, Textor, il en profite parce qu'il sait que Pierre Sage lui doit tout. C'est-à-dire que Pierre Sage était directeur du centre de formation, il devait gagner, je sais pas, 10-15 000 balles par mois. Là, il se retrouve entraîneur d'une équipe de Ligue 1 et il a peut-être multiplié son salaire par 10. Tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que
d'une certaine manière, il ne met pas son coach en difficulté auprès des joueurs. Il avait déjà engueulé le coaching staff parce qu'on jouait en 3-5-2. Tu te souviens de ça? Oui, ça, je me rappelle. Ça, pour le coup, j'étais d'accord. Mais non, Il n'avait pas à le dire quand même. Oui, mais voilà, ça doit pas être médiatisé. C'est ça. Tu vois, c'est ça le truc. Ça ne doit pas être médiatisé. Qu'ils aient une réunion dans le bureau, que Textor, il dit ce qu'il veut à son employé. Je suis d'accord. Mais les joueurs n'ont pas à le savoir. Et surtout, nous, les supporters et la presse, on ne doit pas le savoir. Donc déjà, j'aimerais bien savoir qui cafte. Tu sais, la fameuse taupe de Fabio Grosso. Nous, on n'a pas à savoir ça. C'est-à-dire que quand Pierre Sage repasse en 4-3-3 ou en 4-2-3-1, on ne doit pas savoir que c'est Textor qui l'a demandé. Et pourtant, on le sait. Ça devrait être dans l'intimité d'une relation entre un propriétaire et son employé entraîneur. Parce que je trouve que ça met à mal Pierre Sage, tout ça. De se dire, il est repassé en 4-3-3 parce que le proprio lui a demandé de le faire, que ce n'est pas une décision technique. Bon, est-ce que tu veux rajouter autre chose, Flavien, sur ce match et sur le Non, j'espère qu'on va... contexte global, j'espère que on avait réussi à relever la tête après un début de saison compliqué. J'espère qu'on va pas se renfoncer dans des travers et qu'on va... Oui, parce que le paradoxe, c'est que ces deux résultats-là, ils arrivent après 5 victoires de suite. Ouais, c'est ça qui... C'est-à-dire que tu pensais vraiment que la saison était lancée, tu reçois le Beşiktaş qui était dernier d'Euroleague, d'Euroleague, je parle de basket maintenant, d'Europa League, et tu reçois la JOCR qui est un promu, c'est-à-dire 2 matchs à domicile, en plus hier, guichet fermé, et tu te vautres lamentablement. Surtout contre Auxerre, parce qu'à la limite, Beşiktaş, on va dire vraiment anomalie statistique, tout ce qu'on veut. Donc voilà, je trouve qu'on est un petit peu au bord de retomber dans un mood très très négatif si on n'arrive pas à ramener quelque chose de Lille. J'espère qu'on va Sachant que le Real n'a pas réussi. Attends, ils avaient Pep Genesio en face. Oui, c'est vrai. Et Genesio qui est toujours super motivé contre nous. Même si l'année dernière, il ne faut pas oublier qu'il nous a donné notre première victoire quand on a gagné à Rennes. Bon, bref. Bon, écoute, Flavien, on va s'arrêter là. C'est bon, je suis énervé dans ce débrief. Je pense que tout le monde l'aura compris. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles infos. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications. Et on se retrouve très très bientôt. Au revoir, merci.